interagir avec les programmes de Radio Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. La gare routière de l'information Saint-Émile-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Madame, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver encore ce matin sur la radio à la gare routière de l'information. C'est lundi et nous vous souhaitons déjà de passer une très belle semaine. La gare routière de l'information avec mes confrères. Alors, ce matin, nous allons revenir sur cet aveu, en même temps une information qui circule depuis le week-end dernier. Les ministres du gouvernement de Faure-Gnassingbé paieront désormais leurs factures d'eau et d'électricité. Le ministre de l'économie et des finances informe qu'il a été décidé de mettre un terme à la prise en charge par le Trésor public des factures d'eau et d'électricité des résidences personnelles des ministres. Alors, le sujet est largement commenté, mais beaucoup d'interrogations l'entourent. Le confrère, le correcteur, ce matin, parle de gros canulaires au moment où le quotidien Togo Matin se réjouit, lui, presque de la fin des privilèges. On va revenir sur le sujet. Y a-t-il un malaise réel aujourd'hui dans les rangs des forces armées togolaises? En début du mois, le chef d'état-major général des forces armées togolaises a alerté dans une note de service traduisant l'inquiétude croissante des autorités militaires. Que se passe-t-il réellement? Désertion, destituée, réformée. Eh bien, les autorités militaires veulent avoir les regards sur tous ces gens-là. Mais pourquoi? Je poserai la question à mes confrères, naturellement. On reviendra sur les prochaines élections municipales. Avec Sylvestre Béni, Gérard Ouessan, Narcisse Prince Abodjan sera aussi rejoint par Aubin Koutele. Bienvenue. FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. FM Lomé avec mes confrères. Bonjour Sylvestre Béni. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les fidèles branchés. Tout va bien? Peut-être que vous avez envie donc de réécouter la même chose, donc ça à la togolaise. Bon. Bonjour Gérard Ouessan. Bonjour Eric, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour Narcisse, Prince Abodjan. Est-ce qu'il est là déjà? Non. Bonjour Ben Koutele. Il est là. Bonjour Eric. Merci Narcisse, merci de nous avoir rejoints. On sera rejoint tout à l'heure, me signale-t-on, par Aubin Koutele. On va d'abord commencer par les élections municipales. La date retenue pour l'instant, c'est le 10 juillet prochain et dans les différents états-majors, on voit quand même
de bousculade. On reviendra tout à l'heure sur ce mouvement lancé le week-end dernier, le mouvement Tovia du ministre maire Gomado, on va en parler. Mais avant, on pourra aussi placer un mot, Sylvestre, rapidement sur la baisse du cautionnement et au même moment de l'augmentation des conseillers municipaux. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre, en déduire réellement, Sylvestre? Non, écoutez, je crois que s'il faut prendre le premier élément en ce qui concerne donc la baisse du cautionnement, bon, moi je me dis, je les classe souvent dans le menu fretin parce que lorsque vous êtes un parti politique légalement constitué, que vous avez donc des ambitions, il faut également avoir les moyens financiers. Maintenant, de 50 000, je crois, pour les hommes, c'est réduit à 25 000 et à 12 500 pour les dames. Oui, on nous dira qu'on est donc dans la politique du genre et qu'on favorise beaucoup plus l'émergence donc de la jeune féminine aux affaires. Mais depuis que les dames sont arrivées aux affaires au Togo, je crois que c'est plutôt le pied qu'on voit. Elles n'arrivent véritablement pas à faire donc le contraire de ce que faisaient les gazons depuis des décennies. Maintenant, si c'est réduit et que si cela peut contenter les partis politiques, puisqu'il y a certains partis de l'opposition qui en ont fait la demande, je crois que à un moment donné, je ne veux pas être peut-être un peu plus dur avec les partis politiques, mais vous savez, lorsque vous voulez un jour donc accéder à la magistrature suprême, il faut avoir des moyens. Alors, si cela peut véritablement être un critère pour éviter donc les micro-partis que nous avons, je crois qu'on devait déjà commencer par là, parce que payer 50 000 francs pour être candidat à une élection municipale, je crois que celui qui a des ambitions qui véritablement donc changer le quotidien dans les communes, il devait au moins avoir 50 000. Je ne dis pas que c'est pas de l'argent, mais au moins 50 000, il devait l'avoir. Maintenant, supplier le gouvernement à ce qu'on puisse baisser encore ce taux-là, c'est ce qui favorise ces petits partis que nous avons au Togo jusqu'à une centaine, mais en réalité, après ça, ils vont encore disparaître. Il n'y aura que 2, 3 qui vont animer le jeu politique. Et lorsque est-ce qu'en réalité, voilà, ce n'est pas par rapport à la situation économique du Togolais, le niveau de vie aujourd'hui? Situation économique, bon, peut-être que dans une certaine mesure, on peut le comprendre ainsi. Mais je reste sur mon affirmation. Lorsque vous voulez véritablement gérer le quotidien des Togolais, il faut avoir donc les moyens. Maintenant, ceux qui n'arrivent pas peut-être à payer ne serait-ce que 50 000 pour leur candidature, vous verrez que lorsqu'ils seront donc, ils deviendront donc des maires, des conseillers, ils transforment cela en un emploi. Vous voyez, aujourd'hui, on a des maires employés que des maires qui veulent véritablement changer le quotidien. Et les gens transforment cela en un emploi. Parce que donc, va les doigts, mon quoi. Voyez-vous? Donc, c'est cela et c'est ce qui favorise également les petits partis. Des gens qui n'existent pas. Des gens qui ne peuvent même pas réunir leur foyer. Mais ils disent qu'ils sont présidents de parti politique, président national d'un parti politique. Mais après, oui, ça vous gêne visiblement. Ça vous gêne, hein? Non, moi véritablement, ça me gêne parce que lorsqu'on nous dit que le Togo a peut-être 100, c'est combien, 110 ou 112 qui sont aujourd'hui. Mais lorsque vous voyez un peu sur l'année, c'est lors des élections seulement qu'on les voit, et puis c'est eux qui jouent au trouble-fête. Aujourd'hui, ils sont ici, demain, ils sont là-bas parce qu'ils sont guidés par leur ventre, et puis on voit que cela fausse véritablement le jeu politique avec la moralité qui devait être donc le plus privilégié donc des critères. Voyez-vous, c'est cela. Des gens qui sont incapables de payer 50 000, vous verrez que quand ils deviendront maires, ils vont penser d'abord à eux-mêmes avant donc de penser changer le quotidien donc, des populations. Donc, voilà, bon, le gouvernement aussi a compris aussi que, bon, pendant des années, c'est-à-dire le régime, pendant des années, ils ont œuvré à la paupérisation de la population, si bien que même de 50 000, on peut diminuer donc à 25 000. Et à la lui, on prend les choses, peut-être que bientôt, avec 1 000 francs, vous pouvez être candidat au Togo. Ah non, quand même. Quand même. Ah oui, puisque chaque année, on fiche la caution, et puis le régime sait qu'ils vont demander à diminuer. Ils demandent et puis on diminue.
Bon, pour le régime, oui, quoi. Ils ont demandé et puis on l'a fait. Vous voyez, c'est en fait un jeu. Et ça a été discuté où? Au CPC. Oui. Voyez-vous, c'est au CPC où les gens ont demandé à ce qu'on puisse diminuer. Mais quand il s'agit des questions véritablement qui intéressent la nation ou des questions qui doivent changer donc l'avenir, le devenir donc de l'État, ça ne se discute pas au CPC. Eux tous qui sont là, ils ont été surpris qu'on a changé la Constitution un beau matin. Ça n'a pas été discuté au CPC. Mais vous avez vu, le débat a été posé au CPC, les gens demandent rapidement qu'on diminue. Et quelques heures après, il y a le communiqué sorti qu'on a diminué. Voyez-vous? Donc, c'est aussi le jeu politique donc, du régime. Bon, demandez, on vous donnera, ils ont demandé et puis on leur a donné. Pour dire que, bon, nous sommes à l'écoute donc, de la population ou du moins du peuple. C'est un oui, jeu. C'est vrai que, oui, c'est vrai que ça devient quand même la même chanson à l'approche des élections. On diminue le cautionnement et tout le reste. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Narcisse, vous activez votre micro. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là, finalement? Non, écoutez, moi, je vais abonder dans le même sens que Sylvestre. C'est devenu une norme. Aujourd'hui, au Togo, au Saint-Éric, l'opposition demande beaucoup et on lui donne. Vous vous rappelez, pour le Sénat, l'opposition a demandé qu'on le favorise un peu sa présence au Sénat, on lui a donné. Donc l'opposition demande beaucoup, on lui donne et c'est ce qui se passe. Mais malheureusement, comme le dit Sylvestre, ceux-là qui veulent un jour être au pouvoir doivent pouvoir avoir les moyens. Lorsque vous ne les avez pas, c'est que vous n'avez pas d'ambition. Et vous le constatez, c'est devenu un cafouillage, c'est une salade non consommable. Tout le monde veut être candidat, pas pour contribuer au développement du pays, mais pour aller manger. Comme on le dit, pour aller à la mangeoire. Non, comment pour aller manger? Quand on va aux élections, pas pour aller manger. Quand on va aux élections, c'est pour participer, contribuer donc à... Nous sommes Togolais. Vous avez constaté le mercato un peu partout. On quitte un parti pour un autre, on quitte un parti pour un mouvement. Et les gens démissionnent en cascade. C'est un cafouillage. Et quand vous écoutez les gens parler, vous sentez réellement que personne ne pense véritablement au Togo. Tout le monde pense uniquement qu'à lui. Malheureusement, c'est ça. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un ici aujourd'hui, demain vous le verrez quelque part d'autre. Vous vous demandez qu'est-ce que les gens cherchent. Tout le monde a compris, il faut aller manger. Malheureusement, c'est ça. Et c'est les Togolais qui souffrent. C'est les Togolais qui souffrent, Saint-Éric. Je le dis haut et fort. Le Togo est dur ces derniers moments. Le Togo est très, très dur ces derniers moments. Et ça n'a rien à voir avec la politique. C'est le quotidien. Tous les confrères qui sont ici ne me diront pas le contraire. Chaque jour que Dieu fait, vous avez un frère, une soeur qui vous écrit, qui vous appelle, qui vous demande de l'aide. Et c'est dit que ça ne va pas. Et c'est là où on attend véritablement le pouvoir, le régime, avec sa 5e République. C'est dit que s'il faut vraiment écouter les Togolais, s'il faut toucher leur quotidien, c'est pas en essayant d'alléger les choses aux politiciens, aux partis politiques, et on va se dire maintenant on est en train d'écouter le peuple. Le peuple est là, le peuple souffre en silence. Donc, je suis parfaitement d'accord avec mon cher Sylvestre. À cette allure, bien sûr, comme il le dit, demain, je peux me présenter, c'est un irrigateur. Parce que vous aurez 1000 francs, 2000 francs, vous serez aussi candidat, c'est bien ça. Je peux me présenter. Vous vous rappelez, il y a même quelques années, les gens ont lancé publiquement des appels pour que les gens viennent postuler, viennent candidater. C'est du désordre. Lorsqu'on est un parti politique sérieux, on ne se permet pas ça. Donc, c'est dit qu'il y a un réel problème sur le terrain et les vrais problèmes ne sont pas malheureusement discutés au CPC. Ça donne raison à ceux-là qui restent dubitatifs par rapport à ce cas de travail parce que des sujets épineux sont là. Personne n'a le courage d'en parler. Récemment, on parle beaucoup plus de l'électricité. Le CPC n'a pas eu le courage de soulever ce problème clairement. Et c'est plutôt ce qui va dans leur intérêt.
Bien sûr, on va revenir sur ce sujet-là tout à l'heure de l'électricité. Et à la fin de cette séquence liée à la politique, je vous poserai clairement la question sur ce qu'est devenu la politique au Togo. Gérard Ouessant, c'est vrai, on parle du cautionnement qui a été donc réduit, mais dehors de ça, il y a aussi le nombre de conseillers municipaux qui ont été augmentés. Bon, oui. Je suis d'accord avec mes deux confrères. Juste qu'il faut relever le fait qu'au CPC, c'est le pouvoir qui décide. C'est-à-dire que quand nous disons ceci s'est passé au CPC, on a accordé quelque chose au CPC, on a refusé telle chose au CPC, n'oubliez pas que dans cette instance-là, c'est le pouvoir qui décide ce qu'il faut concéder et ce qu'il faut refuser. C'est juste une question de rapport de force. Quand on a dit qu'on va diminuer le cautionnement, la caution, bon, qui l'a décidé? Est-ce que les gens ont arraché cette décision-là? Je crois que non. C'est le pouvoir qui a vu que, tiens, même en concédant cela, ça ne changera absolument rien au résultat. Ce que nous Comment ça? Ce que nous oublions, c'est qu'il ne suffit pas d'aller payer 25 000 francs de caution pour gagner l'élection. Absolument pas. Moi, pendant les 2 dernières élections, je me suis amusé à suivre un candidat. Je peux donner son nom, c'est, comment il s'appelle, Pasteur Dokobi. Juste comme ça, dans la discrétion. Pour voir les étapes. Mais vous n'imaginez pas ce qu'on dépense en flyers, en communication, en déplacement, en carburant. Mais 25 000, c'est dérisoire. On vous concède ça, mais on sait que vous n'allez jamais atteindre votre cible. Oui, mais écoutez, si vous voulez parler de l'opposition, c'est elle qui a demandé, en tout cas, cette partie de l'opposition qui siège au niveau du CPC. Ça a été sa demande. Oui, et on leur a accordé cela. C'est pour vous dire que c'est une portion congrue. C'est une portion congrue, c'est rien du tout. Et donc, ce qui aurait été impressionnant, c'est peut-être qu'on dise, écoutez, vous voulez aller aux élections, nous vous finançons. L'État subventionne, donne une certaine somme, mais pour que les meilleurs candidats soient choisis, pour que chacun puisse faire des élections dans de meilleures conditions. C'est ça qui aurait été impressionnant. Mais dire que... Oui, ça, on le voit aussi, hein, excusez-moi de le dire, mais c'est-à-dire qu'après tout ça, il y a quand même de la subvention de l'État qui vient. Et certains disent qu'en réalité, des gens accourent vers là à cause de la subvention qui viendra derrière. Oui, mais je suis en train de venir. C'est pour ça que je vous dis que vous n'imaginez pas ce que coûtent les élections. Il fut une année, Jerry Taman en avait parlé, quand on a donné 70 millions, 72 millions. Quand on vous dit que... Pardon? 72 millions pour les présidentielles. Voilà. À combien on loue un bus? Quand vous faites des déplacements, quand vous déplacez vos troupes, les troupes de musique et tout, ça a contribué d'ailleurs à faire imploser certains partis parce qu'on pensait que le leader était devenu riche. 70 millions, finalement, c'est pas beaucoup. Maintenant, pour les élections communales, regardez, je ne sais pas combien on donne, hein, je l'avoue. Je ne sais pas quand vous dites qu'on va donner de l'argent pour les aider, je n'en sais rien. Je ne sais pas combien on va donner, mais je sais que l'opposition n'a pas les moyens pour battre campagne dans ce pays. La preuve est simple, quand vous voyez les gens de l'opposition, moi je ne les connais pas trop personnellement, mais à chaque fois qu'il m'arrive d'aller faire une émission avec eux à la radio et tout, mais je vois dans quel état les personnes là sont. Je vois quelle voiture ils conduisent, je vois leur maison, je vois des trucs comme ça. Ce n'est pas des gens riches, pas du tout, qui n'ont pas les moyens. Et donc, comme Sylvestre le dit, si on n'a pas les moyens, de pouvoir battre campagne, ou bien si on n'a pas un peu de moyens, il ne faut pas ambitionner de conduire un peuple. Je m'inscris en faux. Parce qu'il y a des riches qui sont de vrais bandits. Il investit, pour lui, ce n'est qu'un fonds d'investissement. Il investit dans la campagne, mais pour pouvoir mieux vous voler après. C'est le problème. Oui, il dit, je vais investir 100 millions dans ma campagne, mais sachant bien que dès que je vais arriver, vos clinkers, tout ça là, je m'en approprie. Je vais voler, je vais surfacturer des choses. Et donc, faisons très attention. Un pauvre peut être un bon homme politique. Regardez au Brésil, Lula. Lula, c'était un ouvrier. Il a dirigé le Brésil tellement bien que, même après avoir fait la prison, on l'a reconduit. Et Lech Walesa, il a été un très bon politicien, il était électricien. Mais par contre, vous trouvez des très riches,
mais dès qu'ils viennent, ils vous prennent en otage. Donc, moi, je suis plutôt dubitatif. Je me demande si vraiment on est sur la bonne voie, quoi. En tout cas, on peut penser que en diminuant trop les cautions, il y aura des candidatures fantaisistes, n'importe quel imbécile va se présenter aux élections. Et ça, donc, ça va banaliser ce que c'est que la politique. Et c'est vrai. Mais il ne faut pas non plus exagérer trop. Pour répondre, vous voulez que je réponde au deuxième volet de votre question? Oui, très rapidement. Je vous donne aussi la parole à Aubin Kouteli qui nous a rejoint. Allez-y. D'accord. Qui est beaucoup plus de conseillers municipaux. Bon, d'accord. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les frais de fonctionnement de l'État deviennent de plus en plus exorbitants. Regardez 11 sénateurs, dont chacun va gagner minimum plus d'1 million de francs. Les frais de fonctionnement dans leur cabinet, les véhicules, les frais de mission, l'électricité, tout ça. Vous imaginez, un sénateur va nous coûter à peu près 3 millions par mois. Multiplié par 61 par mois, vous allez voir, c'est plus d'une centaine de millions. Et par année, c'est des milliards. Bon, je me demande, on dit qu'il n'y a pas d'argent, ça va emprunter de l'argent partout. Je me demande par quel extraordinaire on trouve autant d'argent pour multiplier les frais de fonctionnement de l'État, alors qu'on n'en a apparemment pas trop besoin. Très bien. Écoutez, Aubin, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Et quel est votre avis sur ce sujet-là de l'augmentation du nombre des conseillers municipaux? C'est budgétivore. Exactement, c'est budgétivore parce que vous savez que les mairies se cherchent depuis, c'est la première fois elles ont commencé par fonctionner. Elles viennent de boucler 6 ans et elles se cherchent la collecte de fonds dans les mairies. C'est pas encore ça avec cette surveillance entre griffes qui ne dit pas son nom du côté de l'administration centrale. Mais ce que je remarque, c'est que je n'arrive pas à comprendre pourquoi cette augmentation, parce que quand vous voyez l'arrêté, vous ne regardez pas quand même, il n'y a pas de motif par rapport à cette revue à la hausse du nombre de conseillers. Mais quand on regarde aussi, on voit dans certaines localités où il n'y a pas pratiquement un grand nombre d'habitants, et on voit par exemple dans le Kwenjal au niveau de Borgou, il y a 11 conseillers municipaux avec un maire, même si c'est pour pouvoir équilibrer, avoir un nombre impair dans le souci de lorsqu'il y a question de vote où on puisse avoir une majorité. Mais cette augmentation, comme vient de le dire Gérard, comme vient de le dire Gérard, c'est beaucoup plus budgétivore. Vous allez vous retrouver, quand il y a des sessions plénières, tout ça là, il faudrait qu'on puisse prendre en charge tous les conseillers municipaux. Ça rentre dans beaucoup de choses. Et vous allez voir que peut-être qu'on va dans les mairies chercher à mettre quelqu'un, un conseiller municipal sur une activité. Donc ça va amener à ce qu'on puisse dépenser beaucoup plus en termes de ressources humaines. Et quand on voit au niveau des mairies ce qu'elles collectent comme argent et qu'il faudrait mettre assez de moyens au niveau des ressources humaines, ça veut dire que ce qu'ils doivent faire au niveau de l'aménagement de leur aire administrative ou beaucoup plus au niveau des besoins, ils vont pas pouvoir les satisfaire. Donc je pense quand même que cette décision qui a été prise n'est pas tellement motivée qu'on puisse comprendre pourquoi on en est arrivé là. Parce que quand on regarde, il y a certaines localités qui n'ont même pas besoin d'avoir 5 conseillers municipaux. Je pense quand même que c'est ce que j'ai à dire. Maintenant, si je réagis par rapport à la question de la caution, c'est vrai que la caution qui a été revue à la baisse, je pense quand même que ça permettra, selon moi, ça permettra quand même que, comme c'est une élection locale, au niveau local, ça permettra véritablement que toutes les couches sociales de la localité puissent quand même postuler ou bien puissent quand même déposer leur candidature, parce que il faut que la voix de chacun puisse compter dans cette histoire de gestion des communes. Mais si le montant est élevé, ça veut dire que c'est des gens qui ont assez d'argent qui peuvent postuler, et ce n'est pas forcément des gens qui s'y connaissent en termes de gestion administrative. Et également, c'est pas forcément des gens qui ont de l'argent, qui ont cette facilité de pouvoir gérer. Et comme l'a dit Gérard, c'est des gens qui peuvent investir
assez d'argent parce qu'ils savent que derrière, ils vont récupérer. Mais maintenant, si on arrive à diminuer et que le regroupement des vendeurs de viande de bœuf ou bien des femmes, des regroupements des femmes qui font la production des tubercules, elles arrivent à mettre quelqu'un devant, je pense quand même que leur voix sera représentative par rapport à la question des délibérations. Donc, il faudrait que toutes les couches quand même puissent postuler pour ce qui concerne les candidater, pour ce qui concerne cette élection municipale. Très bien. Sylvestre, sur cette question de... Non, c'est sur la question de l'augmentation. Non, écoutez, moi je dis que depuis des années, nous sommes dans un régime budgétivore, mais d'une manière ou d'une autre, il faut également comprendre parce que il y a beaucoup d'ouvriers qui sont là et qui doivent également manger. Des gens œuvrés à ce qu'on soit aujourd'hui dans la Ve République, on devait donc les postuler et il faut véritablement les intéresser. Donc, au moins, tout le monde doit avoir au moins quelque chose à la fin donc de la récolte. Donc, c'est cela. Alors, vous avez le sentiment qu'en réalité, on veut remercier certains? Oui, on veut remercier, on veut au moins intéresser tout le monde. C'est cela. Donc, même si c'est le cas, je regrette un peu le fait que la décision soit sortie après, donc l'ouverture du dépôt des candidatures, puisque certains ont déposé les candidatures avant que la réforme ne soit actée et tout. Maintenant, est-ce qu'on peut leur permettre donc de retoucher leur liste? Je n'en sais rien parce que si des communes qui, entre-temps, se retrouvaient avec le maire et un conseiller, et aujourd'hui, si on leur donne la possibilité d'avoir au moins 2 conseillers, je crois que certains pourront même faire le calcul à leur sein et dire dans ce contexte-là, il faudrait augmenter notre ici et tout, faire un peu le jeu. Voyez-vous, maintenant, certains ont déjà déposé leur candidature avant donc la réforme, mais est-ce que on pourra leur demander, tel que je dis, est-ce qu'on pourra leur permettre donc de retoucher leur liste? Encore que il y a eu tellement donc de cafouillage, il y a tellement eu de cafouillage dans la préparation de ce processus électoral, si bien qu'il y a certains qui demandent le report donc du scrutin et tout. Bon, on verra dans les prochains jours parce que le processus est lancé avant un certain nombre de choses, même le cautionnement, la caution et tout, voyez-vous. Donc, d'autres auraient quand même souhaité que ça sorte un peu plus tôt pour savoir, pour revoir leur budget, voir, bon, maintenant, avant, nous avons peut-être 100 000 et 100 millions, on ne peut que positionner 2 candidats à la raison de 50 000 si nous avons 2 hommes. Maintenant que c'est revenu à 25 000, on peut positionner 4 personnes parce que ça fait 25 000 fois 4, voyez-vous. Donc, tout cela fait que, bon, certains ont déjà déposé rapidement leur candidature. Donc, il faut revenir un peu sur le processus en soi et permettre aux gens, avec les nouvelles donnes que nous avons, permettre donc à ceux qui veulent véritablement candidater, d'avoir quand même ce choix-là et à la fin, bon, peut-être que c'est comme si le football se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est toujours qui gagne. C'est toujours peut-être ceux qui sont là qui vont tout rafler. C'est cela, malheureusement, c'est ça depuis des années. Très bien. Je ne sais pas, Narcisse, vous allez nous confirmer ça. Au niveau de la DMP, on n'est pas du tout d'accord par rapport à tout ça. Oui, vous vous rappelez, on a eu à traiter cette information de la DMP et une énième fois dénonce la manière dont le processus se déroule par rapport à ces élections et qui donne un report de élections là. La DMP est montée sur les créneaux pour appeler le gouvernement à revoir la manière de faire les choses parce que entité, il y a beaucoup trop d'opacité autour de ce qui se passe pour ce qui est de l'organisation de ces élections. Même le décret pose un véritable problème à la DMP. Et selon cette entité, bien que ce décret répond à une exigence imposée par
le dernier recensement général de la population de l'habitat, sa signature tardive traduit bien évidemment toute l'impréparation de ce scrutin. Et pour la DMP, dans tous les cas, cela constitue une violation flagrante des principes de transparence et d'égalité des chances et de sécurité juridique qui normalement doivent présider à toute élection démocratique. Donc c'est un peu ça. Et puis ce n'est pas nouveau. Pour chaque élection, l'opposition dénonce des faits. Ce n'est pas que la DMP qui s'indigne. Et vous vous rappelez, l'ANC a plusieurs fois aussi interpellé par rapport à ce qui se passe. On se rappelle même que le MPDD qui entend à changer de pointure aussi est sorti pour appeler à ce que on puisse avoir plus de transparence dans l'organisation de ces élections. C'est dit que c'est toujours le même refrain, mais malheureusement le pouvoir en place n'écoute pas véritablement ceux qui sont opposés à lui. Et malheureusement, c'est ça et c'est encore le cas pour ces derniers jours. Vous l'aurez constaté vous aussi. Alors, si vous le permettez, je voulais qu'on avance un peu près pour parler de la dernière sortie de Nathaniel Olympio. Oui, Gérard. Juste une remarque. Moi, je me dis qu'au Togo, nous réfléchissons ou bien nous raisonnons comme si on était dans un état de droit ou bien dans une démocratie. Avec 108 députés sur 113 pour un seul parti, la démocratie n'est pas possible. Ça dit que la démocratie, de par sa définition même, cette constellation-là, la façon dont l'Assemblée nationale et le Sénat se présentent, la démocratie est impossible. Et donc tout le reste, tout ce qui va découler du système, que ce soit les élections, les nominations, les quoi honorifiques là, comment vous appelez ça, ordre du mono, les obsèques nationales, tout ça là, rien ne peut se dérouler comme dans une démocratie. Le fait que là, une lutte reste encore à faire, c'est la lutte pour avoir un état de droit où les choses fonctionnent bien. Comme ça, il y a élection de part et d'autre. Accuser l'opposition, moi je n'ai aucun lien avec l'opposition, mais je me dis que c'est des pauvres types, comme je l'ai dit avant, qui n'ont aucun moyen, qui sont dépossédés de tout, qui ont à craindre pour leur liberté à tout moment. Donc, quand on s'amuse à dire l'opposition a fait ceci, chacun veut aller manger, je vous dis, mais manger quoi? Qu'est-ce qu'il y a à manger? C'est ça le problème. Et donc, vous êtes sûr qu'il n'y a rien à manger là? Vous êtes sûr? Il y a quelque chose à manger seulement quand on réfléchit en togolais. Que s'acheter une moto, c'est déjà quelque chose de très grand. S'acheter une vieille voiture, c'est déjà quelque chose de très grand. Et on vous accuse déjà de manger. Avoir une voiture pour quelqu'un qui a fait des études ou bien qui a pris un bon métier, mais ce n'est qu'un moyen de déplacement. Et c'est rien du tout. Mais vous voyez, on accuse quelqu'un parce qu'il a acheté une voiture à 600 000 francs. Alors là, si c'est ça, manger, alors je donne raison. Ça veut dire que nous avons décidé de vivre dans la misère. Très bien. Est-ce que juste un mot sur le cas de Nathaniel Olympio qui s'est récemment attaqué, on peut-être le dire, entre guillemets, à Jean-Pierre Fabre dans un tweet, je crois la semaine dernière. Il disait, je vais le citer, que en répondant à peu près à Jean-Pierre Fabre, qui dit ceci d'abord au congrès de l'ANC, que, chers camarades, le système RPT uni prospère sur nos querelles. Et Nathaniel Olympio de lui répondre seulement sur les querelles, je pense plutôt que c'est essentiellement sur le mauvais leadership de l'opposition. Jean-Pierre Fabre, qui a longtemps combattu le régime, est devenu un obstacle à la lutte à cause de l'incohérence de ses choix et la poursuite d'intérêts partisans au détriment de l'intérêt général. Alors, la question que nous, on se pose aujourd'hui, est-ce tout simplement la guerre des chefs ou une divergence de vue profonde? Je donne d'abord la parole à Sylvestre Béli, je donne ensuite à Aubin. Allez-y, Sylvestre. Non, écoutez, lorsque on voit cette déclaration de Nathaniel Olympio, c'est l'expression, ou si vous voulez, c'est l'extériorisation des frustrations peut-être accumulées depuis des années. Et moi, je me rejoins. Et c'est sur Fabre qu'il faut rejeter ça?
Oui, écoutez, je me réjouis que, en fait, les gens commencent donc à dire les choses crues. Pour qu'on puisse, en faisant mieux les analyses, on puisse savoir, oui, demain, telle personne et telle autre ne serait pas en odeur de sainteté, c'est pas le grand amour. Maintenant, s'il faut peut-être penser à des unions, c'est que celui-là et l'autre, au moins, eux ne peuvent pas marcher ensemble. Vous voyez? Mais au-delà même de cette déclaration de Nathalie Olympio, c'est véritablement donc l'image donc de l'opposition, cette crise de leadership que nous avons toujours noté ou constaté depuis des années, parce qu'au sein de l'opposition, il y a toujours cette frustration, c'est-à-dire que tout le monde se croit véritablement peut-être chef chez lui, si bien qu'on pense que l'autre qui ne veut véritablement pas faire ce que moi je demande doit être véritablement occulté. Voyez-vous, j'étais à une conférence de presse donc d'un mouvement, je crois c'était, il y a un mouvement là qui a tenu une conférence de presse à Brodaro, mais c'est le mouvement, je crois que ça doit être le Fonds Touche pas à ma constitution à ses débuts. Ils étaient avec d'autres associations. Et véritablement, il y a un Togolais qui a pris la parole, qui est venu donc de l'intérieur du pays de Sokodé, et qui leur dit, vous luttez contre la 5e République. Vous êtes un mouvement qui lutte sur la 5e République. Sur la place, il y a d'autres également qui ont donc les mêmes ambitions ou qui dénoncent également la même chose. C'est-à-dire, eux aussi, ils luttent contre la 5e République. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas être ensemble pour mener ce combat? Je vous dis, l'opposant à qui on a posé la question n'a véritablement pas répondu. Il était un peu perdu. Et aujourd'hui, avec cette sortie donc, de Nathalie Olympio, je comprends mieux les choses. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas rester ensemble, ne serait-ce que même pour l'intérêt commun. Parce que si le Fonds touche pas à ma constitution, lutte contre la 5e République, si nous prenons l'ANC, les FDR, et puis il y a Togo Debout, qui également sont foncièrement contre la 5e République, mais on comprend aujourd'hui que le Fonds touche pas à ma constitution, Nathalie Olympio, ne peut pas marcher avec l'autre mouvement donc de l'ANC, de FDR, de Togo Debout, parce que il y avait déjà cette frustration que l'un aujourd'hui a extériorisée. Voyez-vous, c'est pourquoi moi je dis aujourd'hui que ça nous permet donc d'avoir une idée claire de ce qui se passe au sein de l'opposition. Parce qu'entre-temps, on sait qu'entre l'ANC et la DMP, ce n'est pas le grand amour. Ça, tout le monde le connaît. Il y a une rififi entre le premier responsable donc, de l'ANC et le premier responsable, donc, ou la première responsable, si vous voulez, de la DMP. On sait qu'entre M. Fabre et Mme Adjamago, les deux ne peuvent pas aller en vacances ensemble. On le sait. Voyez-vous, donc il y a tellement donc de ces clichés-là qui sont au niveau de l'opposition, si bien que je reviens peut-être à cette conclusion, si ça n'est une, de Jean-Pierre Fabre qui dit que c'est du fait donc de nos querelles-là, c'est à cause de nos querelles, c'est sur ces querelles-là que se font peut-être sur le régime pour prospérer. Et c'est vrai. Parce que depuis des années, on a vu que l'opposition se pose des pots de bananes. L'opposition se pose des pots de bananes sur certains sujets où, entre elles, sur certains sujets où on veut véritablement que les gens soient ensemble. Ne serait-ce que pour peut-être 24 heures conduire quelque chose, vous verrez que l'autre est peut-être hésitante et tout ça, si bien que aujourd'hui, ça devient véritablement quelque chose que nous n'arrivons plus à circonscrire ou à cerner. Même au sein donc de l'opposition, des militants par médias interposés ou sur les réseaux sociaux se rentrent dedans. C'est-à-dire qu'il y a une bonne dose d'inimitié aujourd'hui au sein de la classe politique de l'opposition qui fait que beaucoup ne se retrouvent pas. C'est là où peut-être je vais finir par là en invitant les leaders de l'opposition togolaise à lire l'ouvrage donc de Charles Blé Goudé, de l'enfer je reviendrai. Oui, je leur conseille cet ouvrage-là. Ce serait l'antidote. Ce serait l'antidote donc de cette guerre de tranchées, de cette guerre froide-là qu'on voit entre les partis politiques de l'opposition, puisque on aurait quand même souhaité qu'ils soient ensemble. C'est le vœu de tout le monde. Mais si chacun tire le drap de son côté, mais à la fin,
eux tous auront donc un morceau de tissu de la lutte, mais ce n'est pas véritablement la fin du combat. Donc, je leur conseille véritablement ce bouquin-là. Beaucoup se posent des questions. Beaucoup se posent des questions parce que, Nathaniel Olympio, que nous connaissons en tic, généralement, Aubin, il est calme. C'est pas le genre d'homme à aller au charbon véritablement. Mais qu'est-ce qui a pu se passer au point où il soit amené aujourd'hui à qualifier Jean-Pierre Fabre ou à dire de Jean-Pierre Fabre qu'il est devenu un obstacle à la lutte? C'est quand même fort. Hein? Oui, c'est quand même fort, mais je pense quand même qu'il a essayé de faire un diagnostic ou du moins c'est l'état des lieux parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus réservé, comme vous l'avez dit, mais c'est quelqu'un qui communique beaucoup autour de ce que le parti au pouvoir fait, qu'il considère qui n'est pas vraiment bien, et c'est quelqu'un qui est méthodique dans tout ce qu'il fait. Vous allez remarquer que cette sortie vient quand même renforcer l'idée selon laquelle depuis l'année 90, est-ce que l'opposition s'est assise une fois pour pouvoir faire l'état des lieux de leur lutte, que ce soit les partis, l'UFC qui aujourd'hui est du côté du parti au pouvoir, tous les partis politiques qu'il y a eu au Togo. C'est vrai qu'il y a une centaine de partis politiques, mais on sait véritablement les partis politiques qui sont au front, qui luttent contre le régime de M. Faure Gnassingbé. Donc ça relance cette question je ne vais pas parler d'état généraux de l'opposition, mais il faudrait que au niveau de l'opposition, qu'on s'asseye pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, les méthodes qu'ils ont utilisées, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, en le disant aujourd'hui, il est peut-être le porte-parole de beaucoup de personnes, parce qu'on lit. Ah bon? On lit. Oui, on lit les choses. Quand vous observez bien, et Sylvestre l'a dit, vous voyez sur les réseaux sociaux la manière dont les gens se flèchent, les gens se flèchent par rapport à cette question de l'opposition. Chacun voudrait qu'on dise que c'est son patron, c'est son président de parti politique qui est l'opposant numéro 1. L'autre, oui, parce qu'après, on a vu aussi un peu comme la réponse du berger à la bergère, la réaction de Francis Pedro Amouzoun, qui répondait justement à Nathaniel Olympio. Allez-y. Oui, justement, aujourd'hui, les gens vont considérer que ce que dit Nathaniel Olympio, lui, ne représente rien. Les gens vont se poser la question de savoir, lui, son parti politique, il a quel militant, il a prouvé quoi, qu'est-ce qu'il veut nous montrer, et ils ne vont pas, peut-être à leur niveau, faire je sais pas, une introspection à leur niveau pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a parlé de ça, pour savoir pourquoi il a sorti, il s'est exprimé ainsi sur son statut et sur son compte X. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau de l'opposition, et c'est vrai que tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, vous voyez deux personnes ensemble, 2 jours après, ils ne sont plus ensemble. Donc, ça veut dire que tous ces comportements renforcent le parti au pouvoir qui essaie de rentrer dans leur rang et de les déstabiliser. Aujourd'hui, vous avez vu qu'aujourd'hui, le Jean-Pierre Fabre, qui a été candidat pour les élections 2010, présidentielles de 2010, 15 et 20, il est passé de 33% à 4%. Et vous allez également remarquer que pour certains nombres de décisions ou bien de prises de décisions, quand il a été question de l'opposition ou au temps où Tikui Achadam était là, où vous avez vu qu'il y a un certain nombre de décisions que les gens ont mis en cause parce que les gens ont estimé que Jean-Pierre Fabre n'avait pas véritablement appuyé ou bien aidé l'opposition en ce moment à obtenir l'alternance ou à faire partie le parti au pouvoir. Et aujourd'hui, la question aussi, c'est par rapport à vous savez que depuis 2019, il est maire de la commune de Golf 4. Aujourd'hui, les gens se posent la question de savoir est-ce que il est véritablement opposant ou bien il est devenu opposant modéré et il participe à telle élection, il ne participe pas à telle élection. Alors que du côté de Nathaniel Olympio, c'est beaucoup plus, un peu plus radical. Ils ne sont pas beaucoup plus dans cette posture d'accompagner ce que fait le parti au pouvoir. C'est dans cette posture de tout contester, même s'ils font des propositions, c'est de tout contester. Je pense quand même que cette passe d'armes nous amène à dire quand même que
au niveau de l'opposition, il faut que les gens s'asseyent pour faire un diagnostic, pour regarder l'historique, hein, pour faire un état de lieu, pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Puisque si ils ne font pas un truc comme ça, ça va continuer. Je pense que le parti au pouvoir, autant qu'ils le peuvent, vont rester au pouvoir. Et si l'opposition, au niveau de l'opposition... Il semble que le parti au pouvoir profite, n'est-ce pas, de cette guerre de l'opposition. Mais la question demeure quand même sur le tapis. Hein. Narcisse Prince-Abodjon, au fond de ce petit débat-là, qui a raison en réalité? Il y a le constat de Jean-Pierre Fabre qui dit que le pouvoir prospère à peu près sur les querelles au niveau de l'opposition. Et Nathaniel qui dit en réalité, c'est Fabre qui a le problème. En gros, pour le résumé. Écoutez, c'est pas nouveau ces accusations. Oui, bien sûr. Pour nous qui avons la chance de côtoyer ces opposants, mais écoutez, c'est irrigateur. Si vous écoutez ce que l'ANC peut dire de la DMP, mais vous allez vous attrister. Hein? Lorsque vous écoutez ce que la DMP peut dire de l'ANC, mais vous posez des questions. C'est pareil hein, pour les autres partis. Tout le monde s'accuse. Hein, tout le monde pense que c'est l'autre qui est en torse à la lutte. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Et c'est ce qu'il faut dénoncer. Je crois que nous, en tant que professionnels des médias, c'est à nous de tirer sur eux. Parce que ça fragilise véritablement. Ah oui, ce qui se passe fragilise véritablement la lutte. La guerre de leadership, c'est réel. C'est réel. Nathaniel n'a fait que dire ouvertement tout ce qui se raconte en coulisses. De la manière dont les gens s'accusent et autres, vous vous rappelez, hein, le décès de Patrick à l'ANC avec la sortie de Bahara, et cela a donné de la matière à ceux-là qui ont toujours été dubitatifs par rapport à la transparence autour de l'ANC. Et malheureusement, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Vous écoutez Jean-Pierre Fabre parler des autres, mais vous vous posez des questions. Jusqu'à où ça peut aller, malheureusement, ce sont les Togolais qui en souffrent. Et cette guerre s'élargit au niveau des militants. Nous sommes sur des plateformes où, à longueur de journée, les militants s'insultent. Et nous voyons même des leaders politiques qui viennent s'ingérer dans ces querelles et qui insultent ouvertement les autres. C'est triste. C'est triste pour la politique au Togo. C'est dommage hein, qu'aujourd'hui, cette guerre-là soit aussi palpable et que les gens le disent ouvertement, les gens s'insultent ouvertement. C'est malheureux. Hein, c'est malheureux pour l'opposition togolaise. Et il faut vraiment un antidote, comme l'a dit Sylvestre. Je ne sais pas si c'est le meilleur qu'il a à leur proposer, mais il faut un antidote hein, pour ces opposants. Et ça n'arrange que l'adversaire. On a comme l'impression qu'ils ont oublié hein, le vrai adversaire en face. Et malheureusement, dès qu'on pense que d'autres roulent avec le pouvoir, on se dit c'est le pouvoir qui est à l'origine de tout ça. Mais il faut côtoyer ces leaders politiques pour écouter et pour découvrir, toucher du doigt jusqu'à le mal est profond en réalité. Le mal est très profond. Que ça. Le mal est très profond. Je salue hein, des fois la grandeur de certains, hein, comme Brigitte Adamago par exemple, qui, en dépit hein, de ces querelles, s'invite au meeting de l'ANC, au meeting de la coalition ANC Togo Debout FDR. Il faut avoir une grandeur pour se pointer là-bas pendant qu'on sait hein, que l'opposition, ce n'est pas vraiment le grand amour entre eux. Et naturellement, c'est normal de voir hein, Nathaniel Olympio et l'ANC se déclarer leur amour ces derniers moments. Bon, pour ne pas dire les querelles. Non, c'est triste. À un certain moment, il faut que quelqu'un arrive quand même à leur dire la vérité. Parce que ce qui se passe affaiblit véritablement la lutte. C'est normal qu'aujourd'hui, lorsque l'opposition sort et demande des manifestations, demande à organiser un meeting, que les Togolais ne se ménagent pas, que les gens ne sortent pas. Parce que
Et bien sûr, les gens sont déçus. Les gens sont déçus. Et ce qui se passe actuellement ne fait que conforter ceux-là qui pensent qu'il n'y a plus d'opposition au Togo. C'est dommage, c'est dommage. D'accord. Et je ne sais pas si vous pouvez le trouver, cet antidote-là, quand même un antidote pour l'opposition togolaise. Sylvestre semble avoir quand même la solution à leur mal. J'espère que c'est le meilleur. J'espère que c'est le meilleur qu'il nous propose. Alors, il y a un auditeur qui dit, par exemple, qu'au Togo, nos opposants sont de bons résistants, mais de mauvais politiciens. Ils ne font pas de la politique. Et c'est d'ailleurs normal parce que le pouvoir en face est dans le faux et la ruse. J'ai à peine 4 minutes pour donner la parole rapidement à Gérard Ouessant sur le sujet et puis parler de l'électricité parce qu'il semble que les milieux désormais ne vont plus payer. On va plus leur payer leur facture d'électricité et de l'eau. On va en parler. C'est le grand sujet qui va nous intéresser. Mais, Gérard, sur cette question de cette forme d'inimitié entre les politiques de l'opposition, c'est pas nouveau, on le disait. Gérard Ouessant. Est-ce qu'il est avec nous, Gérard Ouessant? Parce que moi, je ne l'entends plus. Ah, j'avais fermé mon micro. Ah, allez-y. Je dis qu'il n'y a pas d'antidote à chercher du tout. Eric, est-ce que vous pouvez trouver un antidote à un monsieur ou bien un homme qui, à chaque fois, quand il y a explosion, il sursaute? Est-ce qu'il y a un antidote pour ça? L'homme est ainsi fait. Oui, le noyau de l'avocat peut régler ça. Pardon? Il semble que le noyau de l'avocat règle ça. Non, allez-y. Non, jamais. Quand il y a explosion, c'est un réflexe que l'homme sursaute. Quand il y a explosion, la peur, la joie, la tristesse, tout ça, c'est des réflexes. Vous ne pouvez jamais demander à l'opposition ou bien aux gens de l'opposition de cesser d'être humain. Le propre de l'humain, c'est d'avoir des choses pour lui-même. On dit, nous poursuivons les mêmes objectifs. Je poursuis l'objectif d'avoir des enfants. Mon voisin poursuit l'objectif d'avoir des enfants. Il veut le sexe, je veux le sexe. Il veut qu'une femme lui prépare à manger, je veux qu'une femme lui prépare à manger. Mais ce n'est pas une raison pour qu'on se partage la même femme. Jamais. On a les mêmes objectifs, mais humainement, nous demeurons ce que nous sommes. Notre nature profonde est là. C'est que l'homme veut quelque chose pour lui-même. C'est la même chose pour les gens de l'opposition. Pourquoi est-ce que je nous renvoie la question? Pourquoi est-ce que nous, les journalistes, nous souffrons tellement? Pourquoi nous ne fondons pas tous nos organes de journaux ou bien nos entreprises de presse pour en faire un seul? Pour en faire une sorte de monolithe. Une chose. On ne le fera jamais. Nous ne sommes même pas capables d'avoir une seule organisation de presse. Non, est-ce qu'on est sur le même terrain de débat là? Ah, je pense que vous nous amenez ailleurs carrément, non? Non, pas du tout. Non, je vous réfère seulement à la nature humaine. Comment l'homme réagit. Et donc, quand vous demandez à des gens de ne pas réagir comme des humains, alors qu'ils sont des humains, je pense que nous sommes sur la mauvaise voie. Tout simplement. Parce que dans tous les pays, partout, les êtres humains, les hommes politiques ont voulu avoir des partis pour eux-mêmes, leur originalité, leur façon de faire, avec des objectifs différents, des moyens différents, des tactiques différentes. Et ce n'est pas seulement au Togo, on va demander aux gens, mais entendez-vous, faites la même chose. Non, jamais. Je suis d'accord avec mes confrères quand ils disent qu'il faut éviter les querelles. Ça, je suis d'accord. Je ne vais pas être en querelle avec les gens de mon quartier, mais je ne vais pas partager, je ne vais pas leur demander de partager, je ne sais pas moi, je ne vais pas dire des choses. Peut-être qu'on m'écoute. On ne va pas demander ça aux gens. Partagez vos femmes avec moi. Mais vous devez éviter les querelles. Ça, c'est possible. Donc, l'opposition peut éviter les querelles. C'est là où, moi, je n'ai pas été très d'accord avec M. Nathalie Olympio. Et je ne cache même pas que j'ai pris attache avec le parti pour demander, est-ce que vous avez suivi quand même les tweets? En fait, oui, bien sûr. De bout en bout. En fait, c'est Éric Dupuis qui a fait d'abord une remarque désobligeante en disant on renonce d'aller aux élections quand on a au moins un parti. Ça veut dire que M. Nathalie Olympio n'a même pas de parti. Alors, il s'est un peu offusqué et il a dit même les candidats indépendants peuvent aller aux élections. Même si on n'a pas de parti, on peut aller aux élections. Oui, donc la loi le dit. Voilà, c'est d'escalade en escalade qu'il y a eu ces pics-là. Et moi, je dis, on doit éviter ces pics, ces attaques personnelles.
Ça, c'est important. Mais demander à l'opposition, diaboliser l'opposition comme quoi les gens de l'opposition ne s'entendent pas sur le leadership et tout. Qui n'a jamais voulu être leader? C'est la nature humaine. Donc, ne demandons pas ce qui est impossible à l'opposition togolaise. Sinon, nous allons toujours la diaboliser, ce qui n'a jamais... Regardez en France, il y a quand même les Mélenchon, de l'autre côté, il y a les Le Pen. Il y a tellement de gens. Regardez en Allemagne, regardez aux États-Unis, regardez un peu partout. Et donc, pourquoi est-ce qu'on veut demander la création d'un monolithe ici au Togo, un bloc, un monument, et ils y vont ensemble? Pourquoi? Puisque c'est impossible. On peut s'entendre pour finir sur les principes et sur les tactiques, les objectifs, les moyens, mais ne demandez pas l'impossible. Devenez un seul homme et avancez comme un seul. Très bien. Ça Monsieur, il est nulle part. Même dans une équipe de football, vous allez voir chacun fait le meilleur buteur. C'est ça. Eric, on n'a jamais demandé ça à l'opposition. C'est pas ce que nous demandons à l'opposition. C'est pas toi demander à l'opposition. Eric, tu as bien. Non, tu as bien fini en parlant donc de principe et tout. C'est le moins qu'on demande à l'opposition. C'est-à-dire sur des sujets d'intérêt commun, au moins, soyez dans la même logique, soyez donc dans une même mouture. Si vous voulez, dans une même osmose pour travailler. Mais là aussi, les gens sont incapables de le faire. Si bien que, au lieu, encore qu'ils soient incapables de le faire, ils en profitent pour poser des pots de bananes. Là, c'est la lutte qui prend un coup. Voyez-vous? Très bien. Imaginez. Il faut ajouter ce que Sylvestre a dit. Alors, je finis par là. Je finis. J'ai toujours dit que si Sanko et son colistaire là, qui est président aujourd'hui là, si les deux étaient togolais, je vous dis, ils ne seront jamais présidents au Sénégal. Aucunement. Parce que les gens n'aiment pas le sacrifice, faire le sacrifice. Quelqu'un de sentant que lui, il est déjà coincé, il a voulu positionner son second. Et aujourd'hui, les deux sont ensemble. C'est ce que nous demandons en fait à l'opposition. Eric, pour ajouter ce que Sylvestre a dit, pour ajouter à ce que... On va devoir mettre... Oui, je vais juste dire, pour ajouter à ce que Sylvestre a dit, tout ce qu'on demande à l'opposition, c'est de cesser les invectives sur la place publique. C'est tout ce qu'on leur demande. Je suis d'accord. Cesser les invectives sur la place publique, ça frise le ridicule. C'est tout. Très pour bien. Le reste, personne ne leur demande de se fondre. Merci beaucoup. Il est 12h. 2 minutes maintenant sur la radio. On marque une pause. On revient juste après. À tout à l'heure. Cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Tout de suite, la pub. Imaginez un monde où votre preuve d'identité vous donne accès aux services sociaux de base tels que la santé, l'éducation et les services financiers. Grâce au projet EID, une initiative gratuite du gouvernement togolais, accédez à une identité unique, sécurisée et fiable qui transforme votre quotidien pour une vie meilleure. Enregistrez-vous dès aujourd'hui pour obtenir votre numéro d'identification unique IU et votre carte EID. Préenregistrez-vous sur préinscription.anit.gouv.tg. Plus d'informations au 82 85 EID, une identité pour tous. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas, Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, mon bouffento là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la 3e personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même? C'est très simple, Tata. Je t'explique.
Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Je chante radio, 3e édition, encore des vacances sur la radio géniale au rythme des jeunes talents de Logone. Je chante radio. C'est peut-être toi qui succédera à Bernada et Ilala Soumanou. Atelier, chant, une finale en live, des prix et l'eau à gagner. Je chante radio 2025. Inscription au secrétariat de Radio Taxi FM à Balekpedo, non loin de la HAC. Info +228 90 21 78 28. Je chante radio. Dévoile ton talent uniquement sur la radio géniale 93.1 FM. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM à Lomé. Nous sommes dans l'émission La Gare routière de l'information avec Narcisse Prince Abodjan, Gérard Ouessan, Aubin Koutélé et Sylvestre Béni. Nous allons continuer avec la récente augmentation des frais d'électricité avec cette décision du gouvernement du Togo. Et ça, on l'a appris du ministre de l'économie et des finances qui nous dit que par rapport à des réformes de gouvernance aujourd'hui, le Trésor public, il est décidé que le Trésor public ne prenne plus en charge les factures d'eau et d'électricité des ministres. Alors, le ministre nous apprend que l'État du Togo prend en charge les factures d'eau et d'électricité des ministres et que désormais, l'État ne fera plus ça. Alors, est-ce que c'est véritablement la fin des privilèges ou c'est un gros canular, comme le confrère, le correcteur nous le dit ce matin? Qui prend la parole? Je prends. Allez-y, Sylvestre. Non, écoutez, lorsque moi j'ai vu la note circulaire du ministre des Finances, d'abord, ça me pose déjà un premier problème parce que, vous savez, on est toujours dans cette république où un jour, le secrétaire du gouvernement, M. Trimoine, a sorti une note pour dire au ministre qu'il était dans les affaires courantes, qu'il ne doit plus prendre un certain nombre de décisions. Vous vous rappelez? Je crois que c'est après donc la démission du gouvernement de Victoire. Oui, bien sûr. Vous vous rappelez? Maintenant, les ministres qui sont aujourd'hui sont toujours en affaires courantes. Et il y a un qui a pris une décision qui engage aujourd'hui. Donc, ça veut dire que ça faut déjà les donner. Ça va donc en contradiction avec ce que le chef du gouvernement avait dit concernant donc la démission du gouvernement de Victoire Dogbe 1. Puisqu'il a pris une décision aujourd'hui qui doit faire date, ou il a pris une décision qui doit avoir effet immédiat, puisqu'on n'a pas déjà donc il y a déjà une date qui est donnée, qu'ils doivent commencer à payer à partir de là. Ça, c'est un premier élément. Oui, bon, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que des gens qui sont, je ne vais pas dire incapables, qui ne veulent pas déclarer leurs biens et avoirs, vous pensez que ces personnes-là peuvent véritablement payer une facture selon donc les révélations d'un membre du gouvernement? Il y a des factures qui peuvent même avoisiner 4 millions de francs CFA. Des gens qui ne veulent pas déclarer leurs biens et avoirs, qui ont fait donc des pieds et des mains jusqu'à ce que cette période-là, puisque la période est finie, ce n'est plus donc le médiateur de la République
prendre les biens à voir, c'est maintenant le premier responsable de la puissance, tout ça, puis c'est la mola modifiée, il y a une réforme et tout ça. Maintenant, dans l'élément donc de l'ex-ministre du gouvernement, il paraît que quand il avait posé le problème au niveau d'un conseil des ministres, mais les gens ne le parlent plus. On le regarde en paria. Personne ne veut plus l'approcher. Ça veut dire que des gens sont contents de ces privilèges-là. Qui, donc, de tous ces ministres-là, peuvent, qui parmi eux peut sortir 4 millions de francs CFA par mois parce qu'on aime trop la République et tout ça, et on va commencer à payer. Encore que nous sommes dans une République où la reddition des comptes n'est pas une réalité. Ce matin, je m'amusais donc à faire un petit calcul sur tout ce qui est déclaré, parce qu'on nous dit qu'il y a un ministre que bon, les factures peuvent avoisiner 4 millions de francs CFA. Si on prend juste un ministre, une année, ça nous fait déjà combien? 48 millions de francs CFA. Fois 12. Oui, bien sûr. Oui, fois 12. Maintenant, il y a des gens au sein de ce gouvernement qui ont fait 15 ans. Oh là certains, 16, 12, 17. Si on fait 48 millions fois 15, nous sommes autour de 720 millions de francs CFA pour un seul individu, parce que et pour l'électricité, il y a l'eau. Juste pour l'électricité, il y a l'eau. Donc ça veut dire que à moyenne, un ministre peut faire perdre à la République parce que c'est les contribuables togolais qui payent, c'est le contribuable qui paye. Donc un ministre, un seul, peut en moyenne tourner autour donc, de 70 millions de francs CFA, ne serait-ce que pour l'eau et l'électricité. Ils sont combien? Ils sont 33. Si parmi tous ceux-là, il y a des gens qui... Ça pose un autre débat. Combien coûtent finalement nos autorités pour le Togo? Justement. Chacune d'entre elles. Justement. On ne sait même pas combien ils gagnent. J'ai discuté donc avec un ancien membre du gouvernement qui me dit, bon, on ne gagne pas grand-chose, hein, nous sommes autour de 2 millions et tout. Bon, il n'a pas donné, il dit, nous sommes autour de 2 millions et autres. Voyez-vous, donc il y a tellement donc, de privilèges qui, ma foi, qui font qu'aujourd'hui, le Togo ne peut être qu'endetté. Parce que nous sommes aujourd'hui autour donc, de plus de 4 milliards de dettes, qui fait le double du budget national. C'est à cause donc, de cette légèreté-là, de cette légèreté, oui, de cette gouvernance un peu trop complaisante qui fait qu'à chaque fois nous sommes sur les marchés financiers. Voyez-vous, donc, moi je doute fort qu'un ministre peut peut-être dire maintenant je vais changer, je suis prêt à débourser 4 millions de francs CFA par mois pour payer l'électricité. C'est pas la peine de se réjouir vite par rapport à cette mesure. Les gens sautent vite au plafond. Parce que, comment est-ce que, puisqu'il y a déjà un problème donc, de transparence qui se pose, il y a un problème de reddition des comptes qui se pose, vous avez vu la manière dont le rapport donc, de la période Covid a été géré. Les fonds Covid, vous avez vu que les gens sont montés au créneau, si bien que même certains ministres nous ont menacés. Ils ont menacé la presse. Voyez-vous, donc les gens sont tellement imbus, ils sont tellement contents de ces privilèges, si bien qu'un confrère qui a parlé de cela au Conseil des ministres, il ne lui parle plus. Vous pensez que ces personnes-là peuvent sortir 4 millions par mois pour payer? Je vous dis, ce qu'on nous a dit la dernière fois, c'est juste pour nous contenter. Oui, les gens ont ri, certains ont souri, mais il n'y aura rien. D'accord. C'est un canular en fait. Ah, d'accord, c'est justement la question que moi j'ai envie de poser à Aubin. Finalement, est-ce que c'est un canular, sérieusement, ou c'est par la fin là des privilèges qui sont accordés à des gens qui sont, je dirais pas vachement, mais payés par l'État aussi, comme tous les citoyens qui travaillent? Je crois que est-ce qu'il faut parler de fin de privilèges, parce que et ça, ce n'est qu'une partie des privilèges qu'ont ces autorités. Et quand on parle de cette lettre circulaire, d'abord, il y a beaucoup de problèmes qu'on doit relever sur le plan juridique, parce que je viens de sur voir... la forme. Sur la forme, parce que quand on regarde, je viens de tomber sur un arrêté des années 1996 qui instituait quand même cette prise en charge par l'État qui accordait ces avantages. Il y a un arrêté en 96 qui institue ça.
Oui, un arrêté en 96 qui instituait cela. Et s'il faut révoquer cet arrêté, est-ce que c'est une lettre circulaire qu'il faudrait peut-être que les juristes vont peut-être nous appuyer? Bon, ça c'est beaucoup plus des côtés liés à la question juridique ou administrative, mais quand on regarde au fond, aujourd'hui, c'est révélateur de ce qu'on a écouté d'un ministre, d'un ex-membre du gouvernement, qui a parlé de cela. Il faut le dire, Iou Wakeba, qui est dans un audio finalement qui a fuité, qui dit que eh bien, ce sujet avait été posé, quand il était au gouvernement, il s'est opposé, eh bien ça lui a attiré un peu des inimitiés. Oui, et un de ses collègues lui a quand même dit que c'est un métier qu'ils doivent vraiment bénéficier de ça. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas avoir du concret dans ce qu'ils sont en train de faire parce qu'aujourd'hui, ça, c'est un communiqué qui reste un communiqué. Mais quand on voit des ministres qui ont fait plus de 10 ans au gouvernement, est-ce que ça sera facile comme ça pour eux de sortir de leur poche parce que ils vont pas quand même réduire leur train de vie ou bien la manière d'utilisation de l'électricité. Vous n'allez pas demander à un ministre qui est habitué à avoir de la climatisation dans son garage. Excusez-moi, Aubin, mais l'arrêté dont vous parlez tout à l'heure mentionne même que les ministres, même quand ils quittent le gouvernement, ils conservent ces privilèges-là pendant 3 mois. C'est-à-dire que l'État prendra en charge leur électricité et eau pendant 3 mois. Ce qui est aussi aberrant. Parce qu'on ne peut pas accepter, quand vous perdez votre fonction, ça dit qu'on arrête tout carrément. Donc, je poursuis en disant que, est-ce que vous allez demander aujourd'hui à un ministre qui a climatisé son garage, ses toilettes, de réduire sa manière de consommer et de prendre en charge sa propre consommation qui peut avoisiner 3 500 000 et 4 millions. Si aujourd'hui on fait un petit calcul comme l'a fait Sylvestre, on se rend compte que si on prend 33 ministres et que les 33 ministres consomment en moyenne 4 millions ou bien 3 millions 500, ça nous fait 132 millions le mois. Et les 132 millions, ça sera reparti sur les pauvres populations. Quelqu'un qui est à Guédirovi, par exemple, qui n'utilise qu'une seule ampoule, vous allez voir que même pas dans les villages reculés, dans les villages, même à Lomé, vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas leur propre compteur. Ils utilisent ce qu'on appelle les additionneuses. Et ces gens de personnes, vous allez voir qu'avec cette augmentation, si on faisait le kilowatt-heure à 150 à la personne ou à 200 à la personne, vous allez entendre qu'on a augmenté et ça va aller à 200, 300. Donc, il y a une spéculation qui se crée. Moi, je pense que ce communiqué, peut-être, c'est pour pouvoir atténuer un peu. Je suis en train de voir comme si le gouvernement est en train de faire une communication de crise pour dire que, bon, nous également... Oui, c'est ce que ça s'apparente. Ça ressemble beaucoup plus à une communication de crise qu'autre chose, selon vous. Hein. Parce que quand on regarde, il n'y a pas que les ministres. Il n'y a pas que les ministres. L'autre fois, on faisait le débat ici où on disait qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs institutions qui ne paient pas l'électricité. Et on n'avait pas de preuves palpables. Mais aujourd'hui, une des preuves est sortie où on nous indique que il y a des ministres qui ne payaient pas leur électricité. On a parlé de plusieurs institutions. Comment est-ce que les gens gèrent l'électricité dans les administrations publiques? Où les gens savent que on n'a pas à payer l'électricité. Parfois, des gens partent le vendredi à 14h, ils laissent la climatisation allumée et c'est le lundi matin qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas éteint et qu'ils sont en Sibérie. Donc, ce sont des comportements quand même qu'il faudrait au niveau de l'administration qu'on arrête. Maintenant, ils nous ont dit quand même qu'il y a un plan qui a été mis en œuvre pour pouvoir accompagner cette transition. Il faudrait qu'on puisse vraiment s'assurer que les gens arrivent à payer. Il faut qu'on nous montre si vraiment les ministres qui sont au gouvernement, qui sont actuellement au gouvernement, ou qui sont qui peut-être vont... Dans ces conditions aujourd'hui, est-ce qu'on pourra savoir avec certitude combien le fait que l'État du Togo prend en charge tous ces ministres-là, parce que quand on voit l'arrêté du 27 août 1996, il n'y a pas que les ministres, hein. Il y a les ministres d'accord, il y a les ministres d'État, il y a les ministres délégués, il y a le secrétaire d'État, il y a le secrétaire général du gouvernement, il y a le secrétaire général de la présidence. Et voilà. Combien tout cela coûte pour l'État du Togo? Et aujourd'hui,
comme le trésor public ne va plus payer ça, combien seront reversés ou combien vont tomber dans les caisses de l'État? Est-ce qu'on a une idée là-dessus? Parce que le ministre, dans son communiqué, n'a donné aucun chiffre là. Aucun chiffre, Eric, aucun chiffre, parce que, et c'est ce que je disais, c'est-à-dire que c'est pour pouvoir nous amener, amener les gens à dire, maintenant les ministres ne paient plus de l'électricité, mais au-delà des ministres, on a parlé des secrétaires généraux, il y a plusieurs personnes qui ont des avantages. Il faudrait qu'on puisse quand même nous ressortir cela. Sans qu'il y ait les députés aussi dedans, hein. Les députés aussi qui ne payent pas, certains. En fait. Vous savez qu'il y a énormément de gaspillage dans ce pays. Je vais vous donner une... Qu'en est-il des préfets aussi? Oui, oui, les préfectures. Vous savez qu'il y a une autorité du pays qui a eu à brûler les bons de carburant. Les bons de carburant parce que la date limite de... Oui, la date limite est déjà passée. Il y a beaucoup de gaspillage quand même quand on parle de gestion des deniers publics. Et la conséquence, quand je vois cette lettre circulaire du ministre, je pense que la première conséquence, c'est de revoquer cette augmentation. C'est de revoir cette augmentation. Parce qu'aujourd'hui, si c'est parce que les gens, cette prise en charge de l'eau, de l'électricité des ministres faisait qu'aujourd'hui, le pays n'arrive pas à supporter, et on nous augmente à 12%. Si on revoque, on décide aujourd'hui de mettre fin à cette prise en charge, il faudrait qu'on revoie cette augmentation. C'est-à-dire que si, eh bien, la première conséquence du fait qu'on est en train d'augmenter les prix du kilowattheure, c'est le fait qu'on subventionne les ministres. Du moment où on coupe leurs subventions, et on doit revenir sur la décision. On doit révoquer la décision. Oui. On doit révoquer ça, parce que quand on regarde la chronologie, et ça se suit, il y a un lien par rapport à cela, parce que les gens ont vociféré depuis, parce qu'on a augmenté le prix de kilowattheure ou bien de 12%. Donc aujourd'hui, si on nous dit qu'il y a des gens qui ne payaient pas et que, bon, on revoque, on décide de ne pas prendre en charge leurs dépenses ou bien leur consommation, ça veut dire qu'il faudrait revoir maintenant cette décision ou cet arrêté interministériel qui nous parle de cette augmentation. Oui. Voilà. Depuis ce matin, on s'est rendu compte, en tout cas pour ceux qui ont acheté des cash power depuis ce matin, ils se sont rendus compte véritablement de l'augmentation qui, par endroit, dépasse même les 12,5%. Hein. Et il y en a qui vont jusqu'à 17%, j'ai vu qui vont jusqu'à 20% par endroit. Et là, on a vraiment besoin d'explications de la part du directeur de la CET, c'est pas qui ou du ministre de l'énergie. Narcisse Prince Abodjan, finalement, cette situation, on s'embrouille là. Oui, mais il y a quand même des choses que Aubin a eu à dire, Sylvestre, j'aimerais appuyer là-dessus. Il faut étendre cette mesure si elle est vraie. Hein? Et si ce n'est pas une communication de crise, comme on pouvait l'imaginer la plupart des Togolais, ce qui est normal, il faut élargir cette mesure vers d'autres personnalités, hein, les officiers de l'armée, les barons du pouvoir, les directeurs et cadres des sociétés d'État. Il faut élargir ça à toutes ces personnes. Il faut élargir ça à toutes ces personnes pour que véritablement on puisse soulager les Togolais. Et comme ils l'ont dit, cette mesure d'augmentation de 12%, c'est à il semble qu'il y a des contraintes liées à certaines fonctions, et donc pour aider ces gens-là à mieux vivre, pour pouvoir nous servir, il faut leur accorder quelques avantages. Écoutez, c'est l'audio du ministre Iwatemba qui me renseigne que c'est un travail gratifiant être ministre au Togo. Donc j'imagine ceux qui ont fait 17 ans, j'imagine si c'est un travail gratifiant. Et malheureusement, ce n'est pas le seul métier qui est gratifiant. Il y en a plusieurs qui aussi sont véritablement un poids pour les Togolais. Alors, si le PC a pris conscience que ses compatriotes souffrent et qu'il faut finir avec ce privilège, véritablement que ça s'élargit à beaucoup d'autres personnes. Vous allez même dans les administrations publiques. Comme l'a dit Aubin, les gens se permettent de laisser, comment on dit, les climatiseurs allumés jusqu'au lendemain matin. C'est un gaspillage. Il faut mettre fin à tout ça. Parce que c'est le Togolais qui souffre. Parfois aussi, la clim est allumée, mais la porte est ouverte.
Voilà, la porte est ouverte. Vous voyez, entre-temps, vous vous rappelez, on avait dénoncé ceux-là qui se permettaient même de faire des glaçons et de les vendre. Je ne sais pas si ce phénomène continue. Donc, c'est... Merci, ça continue. Ah, il faut mettre fin à ça. Il faut mettre fin à ça. Et le PC doit se réveiller. Il doit se réveiller. Parce que franchement, c'est difficile pour tout le monde. Et ce matin, tout le monde se plaint parce que justement, les gens se rendent compte que c'est plus de 12% qu'on leur retire. Pour ceux-là qui ont eu à faire des cache-pas aujourd'hui, non, franchement, il y a un gros travail à faire. Et nous sommes tous des Togolais et nous sommes tous là à servir le pays. Ce n'est pas que les ministres, ce n'est pas que les directeurs des cadres et autres. Les Togolais, d'une manière ou d'une autre, sont là à servir leur pays. Donc, franchement, il faut soulager tout le monde. Et j'encourage le chef de l'État, le président du Conseil, voilà, c'est la meilleure appellation actuellement, le président du Conseil à prendre ses responsabilités en nous soulageant véritablement. Sinon, on en souffre, c'est irrigateur. D'accord, très bien. Oui, Gérard Ouessant. Voilà, moi, je voudrais qu'on évite le pilotage à vue. Si nous demandons aujourd'hui qu'on regarde d'autres secteurs aussi, d'autres DG, d'autres barons et tout, ben, peut-être qu'on arrivera à les empêcher de se faire nourrir sur le dos de l'État, d'accord. Mais quand on va épargner de l'argent, cet argent-là qui sera épargné, ça va aller où? Ça aussi, c'est un autre problème. Oui, logiquement, ça retourne au trésor. Mais attendez, Gérard, excusez. Oui, mais attendez. Là, vous parlez de logiquement. Non, attendez, Gérard, excusez-moi. Quand vous avez votre facture d'électricité, vous allez aussi au guichet à les payer, c'est fini. Oui. Quand vous payez, ça va où à votre avis? Ça va au trésor, non? Non, là, nous parlons de réduire les dépenses de l'État. Quand l'État va réduire ses dépenses en ne payant plus l'électricité des ministres, par exemple, il va dépenser l'argent là pour faire quoi? On peut dépenser cet argent-là pour voyager, pour aller à Paris, se payer du bon temps. Et là, vous allez le découvrir aussi un jour. Et on va encore crier, ils s'en vont à Paris, ils font ceci. On va fermer là-bas. On va épargner de l'argent. Ils vont épargner autre chose. En préparant l'émission, il y a un confrère qui m'a dit, mais est-ce que nous avons la preuve que l'État payait réellement l'électricité et l'eau des ministres? Et il continue en me disant que, mais est-ce que vous n'avez pas appris dans ce pays qu'il y a des agents releveurs qui sont allés dans les domiciles de certains ministres qui ont été renvoyés? À quel moment on calcule pour pouvoir payer à la CET? Oui, en fait, moi, ce que je crois, c'est que même l'arrêté de 96, là, ne dit pas qu'il faut payer de façon illimitée les dépenses en électricité. Ils ont un quota très élevé et c'est sur ce quota-là que certains arrivaient encore à trafiquer. Les ministres, ils ont des indemnités de logement, ils ont des banques de carburant assez colossaux et l'eau, on leur paye ça d'une manière assez conséquente, l'électricité et beaucoup d'autres avantages. Je pense qu'il y a des DG même qui ont des indemnités pour leurs chiens de garde. Le gardien est plein de choses que vous n'imaginez pas. C'est pour ça, moi, je dis, ce qui est important, c'est de lutter pour une chose, Sylvestre l'avait effleuré, la transparence dans la gestion. Comme ça, nous aurons une approche holistique de la chose. On prend globalement le problème, bien la problématique, et on trouve des solutions. Mais tant que ce sera au cas par cas, ce sera extrêmement difficile, parce que nous ne maîtrisons pas totalement le fonctionnement de l'appareil de l'État. Le premier problème, le premier péché, c'est que nous ne savions pas que ces gens-là étaient payés comme cela. Maintenant, on le sait. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher, il faut essayer de changer ou bien de pousser l'État à nous rendre compte, comme l'a dit Sylvestre, à avoir plus de transparence dans la gestion de l'État. Et comme ça, nous sommes sûrs au moins de maîtriser comment notre argent est dépensé. On a vu ici dans ce pays, histoire de novices, une partie de l'argent a disparu. Après, on a encore envoyé un peu d'argent aux gens. On disait les 800 millions, voilà, on a encore envoyé. Rien ne s'est passé. Dans les 800 millions, là, combien a été envoyé, combien a été encore volé ou retenu, on n'en sait rien. Donc, si nous continuons
nous, Togolais, à réagir au cas par cas. Bon, sincèrement, ce n'est pas le pays qui sera endetté, comme l'a dit Sylvain, c'est nous qui allons avoir faim, tout simplement. Parce que le grand problème, ce n'est pas que le pays est endetté, c'est qu'il y a des gens qui se nourrissent de notre sang. Pendant que nous mangeons, que comme avec EBC Fion tous les jours, mais il y en a qui prennent notre argent pour aller manger du caviar et du champagne. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas l'endettement. Qu'on soit endetté ou non, eux, nous lissons. Et c'est ça justement qu'il faut éviter. Et quand on dit que des gens dépensent jusqu'à 4 millions d'électricité par an, c'est par mois ou bien par an? 4 millions, c'est par mois quand même, toi aussi. C'est inimaginable. L'audio j'ai calculé avec ma calculatrice. Ça fait 6 millions, ça fait 6 000 euros électricité. Non, même Donald Trump ne va pas dépenser ça. C'est quand même ridicule, c'est quand même terrible ça. Ça veut dire que quelque part, non seulement le petit, il est nourri sur notre dos, mais en plus de ça, il gaspille. Parce que 4 millions par mois, mais vous n'avez quand même pas une industrie. Vous n'avez pas une industrie pour fabriquer du pioata ou bien des sachets plastiques ou quoi. C'est seulement des grandes structures qui payent autour de 4 millions d'électricité par an. Mais pour l'usage personnel, ce n'est même pas possible. Ça veut dire que là aussi, il y a un problème. On a vu pour terminer, on a vu des hommes politiques faire un petit voyage sur le dos de l'État, mais ils ont dû démissionner. Un chef d'État, là où il devait payer son billet d'avion, s'est fait payer par l'État, mais ça a été tout un problème. Mais regardez en Afrique ce que nous faisons, en l'occurrence au Togo. Mais sincèrement, c'est pour ça que moi je dis, il faut lutter pour changer de système. Je ne dis pas qu'il faut lutter pour chasser un chef d'État ou quoi, non. Changer la gouvernance, c'est ça le problème. Et on doit avoir une approche holistique, générale de cette problématique-là. Très bien, messieurs. Merci beaucoup. Et j'ai juste épuisé, je voulais dire que j'ai épuisé le temps. Et il semble qu'on est en train de m'accorder 2 petites minutes pour placer juste un mot sur les forces armées togolaises. Est-ce qu'il y a un malaise aujourd'hui au sein des forces armées togolaises? Parce que en début du mois, nous avons lu tous cette note de service qui semble traduire une certaine inquiétude croissante au niveau des autorités militaires. Sylvestre, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a un malaise? Malaise, je ne saurais le dire, puisque ici, la communication est rare, très souvent au Togo, pour une institution que certains l'ont qualifiée donc de la grande muette, qui ne parle presque pas, ou la seule fois que l'armée a communiqué et a reconnu un peu que c'est par leur erreur que les élèves, ou du moins les enfants, ont été malheureusement abattus au nord du pays. Vous vous rappelez, après ce communiqué d'assurance radio, donc l'armée ne communique presque plus. Mais je crois que dans tout pays en temps de guerre, il y a souvent des désertions. Lorsque vous voyez du côté donc de la Russie, que ce soit du côté de la Russie ou de l'Ukraine, vous voyez chaque fois donc des gens désertés donc l'un ou l'autre pays pour se fondre dans la nature ou bien pour rejoindre l'ennemi. Mais ici, depuis que le phénomène donc des terreaux est arrivé au Togo, vous verrez que très souvent on nous parle donc des désertions et tout ça, c'est normal. Hein. En temps de guerre, certains préfèrent donc laisser les trier donc et d'aller se chercher ailleurs. Maintenant, en ce qui concerne donc les réformés, en ce qui concerne les réformés et puis ceux qui ont été peut-être ou ceux qui ont demandé véritablement d'acquitter donc les institutions. Il y en a qui ont été radiés également. Oui. Il y en a aussi qui ont été radiés, tout ça. Ils sont là très souvent, ils sont là et d'autres se cherchent. J'en connais un qui aujourd'hui a acheté donc un grand tricif et qui ramasse donc les charbons de bois et tout ça, donc des populations et tout. Il travaille bien, il suit à grosse goutte, mais bon, il gagne sa vie. Alors, la note officielle dit quelque part que, étant formé au maniement des armes et ne disposant probablement plus de sources de revenus, ces derniers pourraient constituer un danger pour la sécurité publique. Et donc, le travail a été confié à la division
des ressources humaines des forces armées togolaises, s'est vu confier donc cette mission. C'est le confrère aux nouvelles qui nous rappelle ça. C'est une mission cruciale, hein, c'est-à-dire, je pourrais répondre à votre question et finir là-dessus, centraliser et actualiser l'ensemble des dossiers concernant les personnes militaires radiées, quelle qu'en soit la raison, et ces bases de données estimées ou destinées à devenir biométriques représentent un tournant technologique dans le suivi des anciens militaires. Messieurs, on m'a dit qu'on doit rendre l'antenne. Je vais aborder le sujet là demain avec d'autres confrères. Merci beaucoup, Sylvestre Béni. Merci, Gérard Wesson. Merci beaucoup, Narcisse Prince Abodjan et Aubin Koutélé. Merci d'être venu. Je compte exercer le métier de journaliste aussi. On va te surveiller. Parce que merci beaucoup. Le maniement merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio. Appelez-moi Saint-Irrigator. À très bientôt. Au revoir.